l'invité de la matinale. KTO Radio. Les papes aussi peuvent prendre des vacances ou du moins changent d'air pendant l'été. La préfecture de la maison pontificale a annoncé fin juin que Léon XIV se rendrait à la résidence pontificale d'été de Castel Gandolfo, à une vingtaine de kilomètres de Rome, entre le 6 et le 20 juillet prochain. Il renoue ainsi avec une tradition datant du XVIIe siècle. On s'intéresse ce matin à ce lieu de villégiature papale dans l'invité de la matinale avec Christophe Dickès. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en studio. Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes historien et vous animez notamment l'émission Au risque de l'histoire sur KTO Radio qui est diffusée tous les jeudis à 9h notamment. Alors Léon XIV reprend la tradition pontificale d'un séjour d'été dans la résidence de Castel Gandolfo qui avait été un peu délaissé par François. Oui, effectivement, il y a une forme de paradoxe là aussi, mais on sait que le pape François était un pape paradoxal. Il reprochait un peu à la curie de ne pas prendre de vacances, mais lui-même n'en prenait absolument pas. Et il a souhaité faire de ce lieu, Castel Gandolfo, un lieu tout simplement un musée pour permettre aussi de gagner davantage d'argent, parce qu'on sait les problèmes financiers auquel fait face le Saint-Siège. Donc il a transformé ce magnifique endroit en musée que l'on pouvait visiter. On pouvait visiter la chambre des papes, la chambre où a dormi Pie XII, mais aussi Benoît XVI, comme vous venez de le dire. Vous l'avez dit, Christophe Dickès, un magnifique lieu situé dans un village de 9000 âmes sur les hauteurs de la Méditerranée. Décrivez-nous un peu ce lieu, ce paysage. Alors c'est un endroit absolument idyllique. Oui. Il s'agit de fuir la chaleur étouffante de Rome, à proximité du Tibre, de cet air quasiment vicié l'été. Il fait 40, 42 degrés. Depuis des siècles et des siècles, c'est un lieu d'élection, puisque l'empereur Domitien, au 1er siècle, avait fait construire une résidence impériale pour l'été. Alors c'est un lieu qui a appartenu en fait à une grande famille que l'on appelle les Gandolfi, qui est une famille de Génois. Vous savez, les Génois, c'était les financiers au XIIIe siècle, au XIVe, XVe siècle de l'Europe. C'était les marchands de l'Europe et donc c'était principalement des hommes riches, et ces hommes riches achetaient des résidences dans toute l'Italie et aussi dans le monde entier. Et en fait, le premier château, ce qu'on appelle le Castel Gandolfo, date précisément du XIIIe siècle. Ensuite, la ville va être possédée par une autre famille que l'on appelle les Savelli, et ce n'est qu'au XVIe siècle que le pape, parce que les Savelli avaient des dettes à l'égard du souverain pontife, eh bien le pape Clément VIII en 1596, pour essuyer ses dettes, de cette famille, va mettre la main sur cet endroit. Vous savez, en 1929, il y a eu ce qu'on appelle les accords du Latran, qui permettaient à l'État de la Cité du Vatican d'exister. Donc ce petit territoire de 44 hectares. Et en fait, à côté de ce territoire de 44 hectares, le Saint-Siège possède toute une série de ce qu'on appelle résidences extraterritorialisées. C'est-à-dire, ce sont des résidences qui appartiennent au Saint-Siège et qui ont une forme de statut diplomatique. La police italienne ne peut pas entrer dans cet endroit qui est couvert par les règles des relations internationales. Et ce qu'il y a de marrant et d'anecdotique, c'est que au fond, Castel Gandolfo est plus grand que l'État de la Cité du Vatican lui-même. Castel Gandolfo, c'est 55 hectares, quand l'État de la Cité du Vatican, c'est 44 hectares. Et depuis quand Castel Gandolfo est un lieu de villégiature papale? Depuis le XVIIe siècle? Oui, c'est-à-dire que c'est véritablement un endroit. Alors, les papes, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas toujours restés à Rome. Ils voyageaient dans l'Italie. Vous savez, c'était l'époque où tout simplement le pape possédait des territoires, ce qu'on appelle les États, les États pontificaux, qui ont une tradition millénaire, et ces États pontificaux donnaient
était géré exactement comme n'importe quel domaine de la chrétienté. Le pape était un prince comme un autre. C'était à la fois un chef spirituel, mais il était aussi à la tête des États pontificaux dont faisait partie Castel Gandolfo. Vous l'avez dit, Christophe Dickès, François a décidé de transformer une grande partie du palais en musée. À quoi ressemble Castel Gandolfo aujourd'hui et à quoi ça sert ? Alors, en fait, on parle du château, mais ce sont plusieurs résidences. Voilà, ce sont des résidences qui ont été construites au fil des siècles. Les dernières constructions datent du début du XXe siècle. C'est Benoît XV, notamment, qui a fait construire des endroits afin d'accueillir des réfugiés. Mais vous avez des très très beaux endroits, et notamment l'église qui a été ni plus ni moins que dessinée par un certain Bernin. On connaît tous la colonnade du Bernin, le baldaquin, et en fait, là, vous avez une église qui a été dessinée et construite par ce génie ce génie de l'architecture. Donc vous avez, en fait, ce sont des petits palais, ni plus ni moins, mais à visage humain, des palais italiens, avec évidemment comme la seule richesse du Vatican. On croit toujours que le Vatican est riche, mais il est surtout riche de son patrimoine foncier, mais aussi de son patrimoine artistique, et vous pouvez découvrir des chefs-d'œuvre dans ces différents palais. Il y a une ferme également. Alors oui, alors ça c'est très marrant, c'est-à-dire que vous avez, à l'heure où l'on parle, eh bien vous avez des 26 vaches laitières qui assurent une production de 500 à 600 litres de lait par jour, qui sont destinés tout simplement au palais apostolique, à l'état de la Cité du Vatican. Vous avez donc des animaux, vous avez des poules, les œufs partent à Rome. Vous avez donc du fromage, ils font également du fromage avec le lait. Vous avez une serre avec la culture des fleurs, et toutes ces fleurs là aussi partent dans l'état de la Cité du Vatican afin de garnir les cérémonies, les bâtiments, les différentes pièces des palais du Vatican. Donc vous avez véritablement une vie absolument incroyable, étonnante. Il y a eu longtemps un âne. Il y a une anecdote là aussi. Jean-Paul II, on lui avait offert un âne et il avait refusé en disant écoutez, il y a déjà beaucoup trop d'ânes au Vatican. Il faut mettre cet âne ailleurs. Et finalement, cet âne s'est retrouvé à Castel Gandolfo. Donc, vous avez vraiment eu quasiment une ménagerie, et cette ménagerie sert à alimenter l'état de la Cité du Vatican. Un lieu de production, un lieu chargé d'histoire, surtout. Vous voulez parler notamment de Pie XII qui a fait ouvrir cette résidence pour que les habitants puissent s'y réfugier entre 1943 et 1944, je crois, lors de la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-nous cette partie de l'histoire assez méconnue. C'est assez simple, c'est-à-dire que dans le cadre des différents bombardements alliés qu'il y a eu, eh bien, le pape a ouvert tout simplement sa résidence. Pourquoi cela ? Parce qu'on était sûr, en quelque sorte, d'y être protégé, parce que c'est un territoire protégé par les lois internationales. Et donc les Alliés ne pouvaient pas bombarder, bien évidemment, Castel Gandolfo. Ça aurait été condamné par évidemment tout le concert international. Et donc en fait les réfugiés se sont logés dans cet endroit jusqu'à la chambre du pape elle-même. C'est-à-dire que comme les conditions étaient quand même difficiles, dans ces 12 000 réfugiés, vous aviez des femmes enceintes, et la chambre du pape Pie XII a été transformée ni plus ni moins en chambre d'accouchement, et il y a une 50aine de bébés qui sont nés à cet endroit, et qui pour la plupart ont porté soit le nom de Gienio Pacelli, qui était le nom du pape Pie XII, ou bien tout simplement le nom de Pie. Et le pape Benoît XVI également, qui est finalement le dernier pape
à y avoir passé Oui. du temps? Alors, il y a deux événements quand même importants. C'est que avant le pape Benoît XVI, le Pie XII est mort à Castel Gandolfo dans des conditions assez difficiles. Il était seul, il n'y avait que son médecin et voilà, il y a une histoire assez sordide du médecin qui prend en photo. Alors aujourd'hui, comme on vit dans un monde de l'image, eh bien, on est plus étonné par le fait que le pape soit pris sur son lit de mort, mais à cette époque-là, ça en a choqué beaucoup parce que les photos ont été vendues, bien évidemment, au plus offrant, et ce qui faisait peu de cas, en fait, de la moralité de ce médecin. Et donc, le pape Pie XII est mort là-bas, le corps a été très mal embaumé, voilà, ça s'est fait dans la chaleur de l'été, le corps a dû revenir à Rome dans des conditions extrêmement difficiles. Bref, ce n'était pas très glorieux. Et un autre pape y est mort, c'est le pape Paul VI en 1978. Et effectivement, vous venez de le dire, Benoît XVI, il passait un moment voilà, plus qu'important. Et c'est à cet endroit, à Castel Gandolfo, qu'avait lieu le grand rassemblement des anciens étudiants du professeur Ratzinger. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a quitté sa chaire d'enseignement, une fois qu'il est allé à Rome et arrivé à Rome au début des années 80, eh bien, le futur pape Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, avait l'habitude de rassembler ses anciens étudiants, une quarantaine d'étudiants, dans un endroit afin de réfléchir sur un sujet donné sur le plan universitaire. Donc, tout simplement, réaliser un colloque universitaire. Et donc, ces colloques, il les a maintenus tout en étant pape et il a rassemblé ses étudiants sur son temps de vacances, ni plus ni moins, dans ce magnifique endroit qu'est Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, encore une fois, c'est sur un promontoire et ça domine tout le lac d'Albano. Et donc, il y a cette fraîcheur qui ressort de ce lac. C'est un endroit absolument magnifique. Un endroit absolument magnifique où Jean-Paul II, apparemment, avait voulu y faire construire une piscine. Il a vraiment habité et aménagé les lieux. Oui, exactement. Il a fait construire, alors pas une très grande piscine, puisqu'elle faisait 16 mètres sur 8, si mes souvenirs sont bons. Alors, on sait que le pape Jean-Paul II était un homme sportif. On a eu une photo du pape Jean-Paul II enfin nageant en fait dans cette piscine, là aussi prise à la sauvette, mais on avait reproché au pape Jean-Paul II d'avoir construit cette piscine à cet endroit, mais il avait dit une piscine ça coûte moins cher qu'un conclave, et si vous voulez que votre pape reste en vie longtemps, eh bien c'est son devoir que de faire du sport. Et comme le pape Jean-Paul II aimait le sport, eh bien il faisait de la natation dans ce lieu. Une dernière question en quelques mots, Christophe Dickès, pour conclure cette interview. On l'a dit, François avait décidé de rendre cette résidence d'été ouverte au public ces dernières années. Est-ce que certains endroits restent encore secrets? Est-ce qu'il existe encore quelques mystères sur Castel Gandolfo? Non, je ne pense pas, justement, parce que c'est un lieu... Vous savez, on dit toujours que le Vatican a des secrets, mais le seul secret qu'il possède, c'est le secret d'État, au fond. Et c'est propre à absolument tous les États du monde entier. Donc le monde du Vatican n'est pas si secret que cela. Les archives du Vatican sont ouvertes à tous les chercheurs qui le souhaitent, ceci du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Et ces lieux ne sont pas des lieux secrets, ce sont des lieux accessibles. Alors on peut regretter que le pape Léon XIV y retourne, mais enfin je pense que le lieu sera toujours visitable pendant l'année, en dehors de la période estivale. Et moi, je suis très heureux que ce pape Léon XIV, qui est si beau et qui dégage une telle présence, eh bien, puisse s'y reposer, parce que on ne se rend pas compte de ce que représente la charge pontificale. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il puisse s'y reposer, y faire retraite. Et donc, il s'y rendra du 6 au 20 juillet prochain. Merci Christophe Merci Dickès d'être venu dans le studio.